L'appel de la forêt. Jack London, lu par Équilivre, livre audio. « 4. Les fatigues du harnais et de la route. 30 jours après avoir quitté Dawson, le courrier de Saltwater entrait à Skagway. Les chiens étaient en piteux état, traînant la patte et à peu près fourbus. Buck avait perdu 35 livres de son poids et ses compagnons avaient souffert plus encore. Pike, le géniard, qui si souvent dans sa vie avait feint d'être blessé à la jambe, l'était pour tout de bon cette fois. Solek boitait, et Dub souffrait d'une omoplate foulée. Ils avaient perdu toute énergie et tout ressort, et leurs pattes, dessolées, s'enfonçaient lourdement dans la neige. Ce n'était pas chez eux cette lassitude extrême que produit un effort court et violent, et qui disparaît après quelques heures de repos, mais la dépression complète, due à un labeur excessif et trop prolongé. En moins de 5 mois, l'attelage avait fait 2500 miles, et durant les 800 derniers, n'avait pris que 5 jours de repos. En arrivant à Skagway, les chiens pouvaient à peine tendre les traits du traîneau ou éviter d'être frappés par son avant dans les descentes. « Hardi, mes pauvres vieux, leur disait le conducteur pour les encourager. C'est la fin, on va se reposer pour de bon à présent. » Et certes, les hommes eux-mêmes avaient bien gagné leur repos, car ils ne s'étaient arrêtés que 2 jours pendant ce voyage de 1200 miles. Mais l'exode vers le Klondike avait été si considérable que les lettres adressées aux mineurs formaient des montagnes, et le gouvernement n'admettait aucun retard. Il fallait arriver à temps, quitte à remplacer par des équipes fraîches de chiens de la baie d'Hudson les attelages éreintés. 3 jours après leur arrivée à Skagway, Buck et ses compagnons n'étaient pas encore remis de leur fatigue. Le matin du 4e jour, 2 citoyens des États-Unis répondant au nom de Hal et de Charles vinrent examiner l'attelage et l'achetèrent pour une bagatelle, harnais compris. Charles était un homme d'âge moyen, aux cheveux blonds, aux yeux faibles et larmoyants, à la bouche molle et sans caractère, ornée d'une moustache audacieusement retroussée. Hal était un garçon de 19 à 20 ans. On le voyait toujours armé d'un revolver Colt et d'un couteau de chasse passé dans sa ceinture hérissée de cartouches. La présence dans le nord de ces 2 hommes clairement dépaysés était un mystère incompréhensible. Buck, les ayant vus remettre de l'argent à l'agent du gouvernement, devina aussitôt que le métis écossais et ses compagnons allaient disparaître de sa vie, comme Perrault, François et tant d'autres. Amené avec ses camarades chez ses nouveaux propriétaires, il vit un camp mal tenu, où s'agitait devant une tente à peine fixée au sol une jeune femme aux cheveux ébouriffés, sœur de Hal et épouse de Charles, qui répondait au nom de Mercedes. Buck regarda avec appréhension ses nouveaux maîtres charger le traîneau. Tous les 3 se donnaient beaucoup de mal, mais procédaient sans aucune méthode. La tente fut roulée en un paquet maladroit et encombrant. Les assiettes d'étain qui traînaient éparses sur le sol furent emballées sans même être lavées. Mercedes gênait les mouvements des hommes, tout en leur prodiguant des remontrances et des avis. Aucun colis n'était placé à sa satisfaction, et il fallait constamment rouvrir les sacs pour y remettre des objets oubliés. 3 hommes sortis d'une tente voisine les regardaient faire en ricanant. « Vous avez déjà un fort chargement, dit l'un d'eux. Certes, je n'ai pas à vous donner de conseils, mais à votre place, je ne m'embarrasserai pas de cette tente. »« Que dites-vous » s'écria Mercedes froissée. « Me passer de tente ? Et comment ferai-je la nuit ?»« Voici le printemps, les froids sont finis, » répliqua l'homme. Mais la jeune femme repoussa avec indignation l'idée de se coucher à la belle étoile. Cependant, Charles et Hal achevaient de disposer les derniers paquets au sommet d'une véritable montagne de colis. « Vous croyez que cela tiendra » fit l'un des spectateurs. « Pourquoi pas » demanda Charles d'un ton sec. « Oh, bien, bien » reprit promptement son interlocuteur. « J'en doutais, voilà tout, car cela me paraît diablement lourd par le haut. » Mais Charles lui tourna le dos et se mit en devoir d'attacher, tant bien que mal, les courroies du traîneau. « Les chiens n'auront aucune peine à marcher une journée tout entière avec ce catafalque derrière eux, » affirma le second des assistants d'une voix sarcastique. « Bien sûr, » répondit froidement Hal.
et prenant la barre du traîneau d'une main et son fouet de l'autre. « Allons, Hardy, en avant !» cria-t-il. Les chiens s'élancent, tirant de toute leur force, pressant de la poitrine contre les bricoles, mais ils sont forcés de s'arrêter, impuissants à faire bouger seulement le traîneau. « Ah, brute de paresseux! C'est moi qui vais vous faire marcher !» crie Hal furieux, faisant claquer son fouet. Mais Mercédès s'interpose soudain et le lui arrache des mains. « Je ne veux pas qu'on les batte, » s'écrie-t-elle avec une moue enfantine. « Les pauvres chéris, les chers mignons. Hal, il faut me promettre de ne pas les toucher du bout du fouet de tout le voyage, sans quoi je ne pars pas. »« Oui, Da, on voit que vous vous entendez à mener les chiens, » fait son frère avec ironie. « Laissez-moi tranquille, voulez-vous ? Je vous dis que ce sont des paresseux et qu'il faut les rouer de coups pour en obtenir quelque chose. C'est le seul moyen. Tout le monde vous le dira. Demandez plutôt à ces hommes. » Mais Mercédès, par son expression boudeuse, exprima la vive répugnance que lui inspiraient ces grossiers procédés. « Que voulez-vous que je vous dise ?» reprit un des hommes. « Vos bêtes sont faibles, à ne pas tenir debout. Elles sont fourbues. C'est un repos qu'il leur faudrait. »« Au diable le repos !» fit Hal avec humeur, et Mercédès, se rangeant aussitôt à son avis. « Laissez-les dire, ne faites pas attention à eux. C'est à vous de mener vos bêtes comme vous l'entendez, » s'écria-t-elle d'un air de dédain. Le fouet de Hal s'abattit de nouveau sur les chiens. Ils pesèrent de toute leur force sur les bricoles, s'arc-boutèrent dans la neige, et déployèrent toute l'énergie qui leur restait. Mais le traîneau semblait ancré dans le sol durci. Après plusieurs tentatives inutiles, l'attelage s'arrêta brusquement, haletant. Le fouet claquait sans merci, et Mercédès jugea le moment venu d'intervenir de nouveau. S'agenouillant devant Buck, les larmes aux yeux, elle lui jeta les bras autour du cou, procédé familier qu'il goûta fort peu. « Oh, mon pauvre chéri !» s'écria-t-elle avec un gracieux désespoir. « Pourquoi ne voulez-vous pas tirer, méchante bête ? Vous ne seriez pas battue alors ?» Un des spectateurs, qui jusque-là serrait les dents pour ne pas exprimer trop vertement son opinion, prit alors la parole. « Je me fiche pas mal de ce qui peut vous arriver, déclara-t-il. Mais à cause des chiens, je tiens à vous dire que vous les aideriez rudement en ébranlant le traîneau. Les patins sont complètement gelés. Appuyez fortement sur le gouvernail à droite et à gauche, et la glace cédera. » Hal, ayant daigné suivre ce conseil, les chiens, sous une grêle de coups, firent un effort héroïque. Les patins glissèrent sur le sol, et le traîneau surchargé s'élança brusquement. Mais au bout de 100 mètres, le chemin faisait un coude, et s'amorçait à la rue principale par une descente abrupte. Pour maintenir en équilibre à ce passage une masse aussi lourde, il aurait fallu un conducteur plus expérimenté que Hal. Le traîneau versa, comme on pouvait s'y attendre. Mais les chiens, irrités par les coups, ne s'arrêtèrent pas. Buck prit le galop, suivi de tous ses camarades, et le traîneau allégé les suivit en rebondissant, couché sur le côté. En vain, Hal, furieux, s'égosillait-il à crier. Aucun des chiens ne l'écoutait. Son pied se prit dans un des traits, et il s'abattit à terre. Tout l'attelage lui passa sur le corps, et les chiens continuèrent leur course, ajoutant à la gaieté de Skagway, en semant dans la rue le reste de leur chargement. De charitables citoyens arrêtèrent enfin l'attelage, emballés, et ramassèrent les objets épars tout en prodiguant des conseils aux voyageurs. Il fallait réduire le nombre de leurs paquets et augmenter celui de leurs chiens. Hal, sa sœur et son beau-frère, les écoutant de mauvaise grâce, se décidèrent enfin à remettre leur départ et à passer en revue leur équipement pour la plus grande joie des spectateurs. « Vous avez là assez de couverture pour monter un hôtel, leur disait-on. Laissez-en les 3/4 et vous en aurez encore trop. Et tous ces plats qui ne seront certainement jamais lavés. Grand Dieu, vous figurez-vous voyager dans un train de luxe ? » Mercédès fondit en larmes quand il fallut procéder au choix des vêtements à garder. Elle protesta qu'elle ne ferait plus un pas si on la privait de ses robes, mais irritée par les railleries des spectateurs, elle finit dans son dépit par rejeter même les vêtements indispensables, non seulement pour elle mais pour les hommes. Quand on eut fini le triage, malgré la multitude des objets écartés, les bagages formaient encore une masse imposante. Charles et Hal se décidèrent à acquérir 6 chiens de renfort, ce qui, ajouté à l'attelage primitif augmenté des 2 indigènes Tic et Kuna, achetés au rapide,
forma un ensemble de 14 bêtes. Mais les chiens surnuméraires, quoique dressés depuis leur arrivée dans le pays, n'étaient pas bons à grand-chose. Il y avait 3 pointeurs à poil court, un Terre-Neuve et 2 métis de race non définie, et aucun d'eux ne semblait rien savoir. Buck, qui les considérait avec mépris, ne put réussir à leur apprendre leur métier. Ils paraissaient ahuris et déprimés par les mauvais traitements. Les métis n'avaient aucune volonté. Leurs os semblaient être les seules parties résistantes de leur individu. Il n'y avait rien de bon à attendre de ces nouveaux venus, dans le marasme adjoint à un attelage éreinté par 2500 miles de route ininterrompue. Les 2 hommes se montraient pourtant fort gais et s'enorgueillissaient de leurs 14 chiens, car on voyait bien des traîneaux partir pour Dawson ou en revenir, mais aucun n'avait une équipe aussi considérable. S'ils s'étaient doutés de ce qu'est un voyage arctique, ils auraient compris qu'un seul traîneau ne pouvait suffire à porter la nourriture nécessaire à un pareil nombre d'animaux. Il fallait savoir se réduire. Mais comme ils s'étaient livrés à de savants calculs pour équilibrer le poids des rations sur la durée probable du voyage, ils se croyaient certains de réussir.